Silver Cloud arrive à New York. Avec élégance, le paquebot blanc glisse sur les eaux calmes de l'Hudson River. Lentement, le Silver Cloud longe l'île de Manhattan, le long de laquelle il va se mettre à quai. Pour nous commence alors un autre voyage, à travers l'histoire américaine. Donnez-moi vos pauvres foules fatiguées, impatientes de respirer librement. Inscrit sur le socle de la Statue de la Liberté, ce poème d'Emma Lazarus symbolise pour des millions d'immigrants l'accomplissement d'un long périple vers la terre promise. Plus de 16 millions de personnes ont ainsi transité par Ellis Island entre 1925 et 1954. New York, creuset de civilisation, ville du gigantisme et des conflits, phénix aux plumes venues de tous les pays du monde. Port, ghetto, village, métropole arrogante qui se reflète dans l'eau, New York est tout cela. Elle attire, elle exaspère, tout y arrive, montée, descente, New York, c'est le changement. La métropole new-yorkaise représente plus de 17 millions d'habitants. Tout le monde cherche du travail. C'est ce qui fait le dynamisme du pays. Les taxis jaunes de New York traversent les vagues régulières de flux migratoires. Après les Pakistanais et les Haïtiens, ce sont les résidents de l'ancienne URSS qui tiennent le volant. Vous descendez Broadway, vous passez devant Lincoln Center, Columbus Circle, Times Square. D'où venez-vous? Je viens de Géorgie, au sud de la Russie. Et les autres chauffeurs, d'où viennent-ils? Ils viennent d'un petit peu partout, de tous les pays. Nous sommes le 12 octobre, jour férié aux États-Unis. Le débarquement de Christophe Colomb au Nouveau Monde est célébré en grande pompe, à l'américaine, par un défilé remontant la 5e avenue au rythme de fanfares de toutes les origines, et notamment écossaises. Mais plus de 2 siècles se sont écoulés depuis le début du soulèvement de la colonie américaine contre la mère patrie anglaise. C'est ici, à Manhattan, que le 30 avril 1789, George Washington prêta serment comme premier président des États-Unis. La Frances Tavern, où il se réunissait avec ses officiers, ainsi que quelques maisons en briques, sont aujourd'hui les rares témoins d'une époque lointaine où les États-Unis ne comptaient que 2,5 millions d'habitants. Quittons Wall Street, le quartier des banques et des affaires, situé à l'extrémité de Manhattan, pour le milieu de la ville. Chicago a vu naître les gratte-ciel, mais New York a vu grandir leurs plus beaux spécimens. Au début des années 30, une course de vitesse et de hauteur s'engage entre 2 gratte-ciel, véritable porte-drapeau du capitalisme triomphant. L'Empire State Building, 102 étages, 381 mètres de haut, 73 ascenseurs, 60 000 tonnes d'acier. En 1945, un bombardier B-25, trompé par le brouillard, le percuta, sans dommage pour sa structure. Aujourd'hui encore, il reste l'un des symboles de New York, avec son rival de l'époque, le Chrysler Building, dont la flèche en acier inoxydable culmine à 311 mètres. Sa tiare de 6 arcs percés de fenêtres triangulaires reste le modèle triomphal de l'élégance imaginative de l'Art déco. Comparé à ces 2 stars de l'âge d'or des gratte-ciel, les façades de verre des immeubles d'aujourd'hui manquent singulièrement de personnalité. Mais à l'ombre des buildings, vivent des hommes venus de la planète entière. Et découvrir New York, c'est faire un peu le tour du monde. Au-delà du pont de Brooklyn, s'étend l'un des quartiers juifs de la ville. La tolérance religieuse est une des dominantes de l'identité américaine. Après tout, nombre d'immigrants ne se retrouvent-ils pas dans ce pays précisément
parce qu'ils ont dû éviter la persécution sous une forme ou une autre. Ici, les plus traditionnalistes comme les plus libéraux peuvent s'exprimer dans des communautés aussi nombreuses que diverses. Traversons l'East River, qui sépare Brooklyn de Manhattan. Autre quartier, autre style. Nous sommes à Greenwich Village. Le village, comme l'appellent ses habitants, est le cœur bohème et littéraire de New York. Blancs, noirs, jaunes, juifs ou musulmans, tous savent qu'ils n'échapperont pas au creuset américain, meilleure manière finalement d'allier les deux cultures auxquelles ils appartiennent. Enfants de tout pays, intégrez-vous. Chinatown. Dans ce quartier minuscule, s'empilent 120 000 personnes. Les noms des rues, des magasins, des produits, les publicités, tout dépayse et rappelle la Chine, jusqu'aux cabines téléphoniques en forme de pagode et au Confucius de garde au carrefour. Chinatown, c'est 20 000 ouvriers tailleurs, nouvellement immigrés de Hong Kong ou de Chine populaire, et plus de 300 restaurants. Ici, on parle davantage le cantonais et le mandarin que l'anglais. Un bloc plus loin, jouxtant la ville chinoise, la petite Italie se laisse progressivement dévorer par son énorme voisine. Les quelques 800 000 New-Yorkais d'origine italienne ont abandonné le quartier. Reste le folklore, les pizzerias et quelques magasins d'alimentation. Ce magasin est ouvert depuis longtemps? Depuis 25 ans. Oui, depuis 25 ans. Et vous ne vendez que des produits italiens? Oui, ici nous sommes dans la petite Italie. Et ici vivent beaucoup d'Italiens. Et d'où venez-vous? Moi je suis né et j'ai grandi en Calabre, dans la province de Cosenza. Loin des traditions de la vieille Europe, les New-Yorkais s'inventent une autre manière d'être et de vivre leur vie. Ainsi, dans tous les quartiers, mode d'expression et sport à la fois, le basket de rue est roi. Et la nuit enveloppe la ville, haute et fière sur son île. Ses lumières et ses flèches sur leurs pieds de granit semblent posées sur le vide. Venus pour une comédie musicale dans un théâtre de Broadway, nous restons sous les néons de Times Square pour un surprenant concert improvisé. Central Park. Ce poumon de 350 hectares situé au centre de Manhattan est le rendez-vous dominical des joggeurs et des cyclistes. Le célèbre marathon de New York approche. Et pour des centaines de concurrents, l'entraînement s'intensifie et se chronomètre. 29
On n'aborde pas une course de 42 km sans préparation. Au-delà de Central Park, commence Harlem. 300 000 habitants et symbole de la Black America. Les premiers Noirs arrivent dans ce quartier vers 1910. Très vite, Harlem devient le symbole de la vie nocturne, siège du célèbre Cotton Club et du théâtre Apollo. Ici, un public de blancs venait écouter Billie Holiday, Count Basie, Duke Ellington. Même si l'Amérique noire de Malcolm X n'est plus celle des jazzmen des années 30, à Harlem le dimanche, l'élégance est toujours de rigueur, et les femmes tiennent particulièrement à leur chapeau, notamment pour aller à l'église ou au temple. Allons à Brooklyn. Là, dans une petite paroisse, nous passons nos derniers instants d'émotion à New York. Écoutons, il n'y a rien à ajouter. La plupart de nos chansons ont un message. Dieu t'aime, il est toujours vivant, il est la réponse à tes problèmes, tu peux compter sur lui, il peut subvenir à tous tes besoins. Et c'est tout ça qui compose notre musique. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. We place you first in our lives. La musique fait partie intégrante de notre service. Elle provient de nos ancêtres qui ont été amenés ici en tant qu'esclaves. Et pendant qu'ils étaient dans les champs en train de cueillir le coton, ils ont commencé à chanter. La plupart de nos chansons viennent d'hymnes anciens, qui datent de la période de l'esclavage. Doucement, le Silver Cloud redescend l'Hudson River et quitte New York. Le soleil a beau se coucher et inonder de lumière les gratte-ciel de Manhattan, la ville ne dort jamais. Le peintre Fernand Léger, qui l'admirait de sa fenêtre, un soir d'octobre 1931, en parlait ainsi. Ni le cinéma, ni la photographie, ni le reportage n'ont pu ternir cet événement surprenant qu'est New York. Cette ville a pu résister à toutes les vulgarisations, à toutes les curiosités des hommes qui ont essayé de la décrire, de la copier. Elle garde sa fraîcheur, son inattendu, sa surprise pour le voyageur qui la regarde pour la première fois. Au loin, le pont de Verrazzano nous indique le chemin du Grand Large et d'une autre Amérique, celle du Sud.
Tandis que New York s'éloigne, à bord, l'équipage au grand complet souhaite la bienvenue aux passagers. Have a great, excellent time on board the Silver Cloud. Thank you. Vous savez, vous pouvez être un excellent capitaine sur un cargo, mais si vous n'avez pas le sens des relations publiques, un bateau de croisière ne vous conviendra peut-être pas. C'est très important de distraire et de maintenir de bonnes relations avec les passagers. Ils sont là pour passer un agréable moment, être relax. L'équipage fait de son mieux pour qu'ils se sentent chez eux, même loin de chez eux. Suivant les conseils du commandant, les passagers profitent de leur première matinée à bord du Silver Cloud, qui pénètre dans la grande baie de Chesapeake, en Virginie. Jamestown, Yorktown et Williamsburg. Ces trois villes constituent ce qu'il est convenu d'appeler le triangle historique, berceau de la liberté américaine, tel que l'ont connu les premiers colons jusqu'à la guerre d'indépendance. Situé sur une île, Jamestown fut au milieu du XVIIIe siècle le premier établissement anglais permanent au nord de l'Amérique. Le site abrite aujourd'hui ses répliques grandeur nature des trois bateaux qui amenèrent les premiers colons anglais en Amérique. Il s'agit de la Suzanne Constant, du Discovery et du Godspeed. L'équipage en costume marin témoigne d'un mode de vie d'un autre temps. Il y avait 13 marins et 39 passagers à bord du Godspeed. Le bateau passait par les îles Canaries. Poussé par les alizés, il empruntait la même route que Christophe Colomb vers les Caraïbes. Puis des Caraïbes, il faisait route au nord pour la Virginie. Finalement, les immigrants qui étaient à bord du bateau fondèrent le premier village de langue anglaise, la première colonie du Nouveau Monde. Tout près de Jamestown se trouve un charmant village aux maisons de briques rouges et aux jardins soigneusement entretenus, Yorktown. Pourtant, c'est ici qu'en 1781, un petit groupe de patriotes, sous la conduite d'un certain George Washington, livra aux Britanniques la bataille qui devait mettre un terme à la guerre d'indépendance. I'm a history buff. J'ai servi dans la marine pendant 29 ans et c'est de là que je tiens cette passion pour l'histoire. C'est vraiment troublant pour moi de vivre dans un endroit si chargé d'histoire. Oui, ça me plaît vraiment beaucoup. Dernier saut dans le passé. Williamsburg, la plus célèbre ville-musée des États-Unis.
Dans le centre de la ville coloniale, le visiteur fait un bond de 2 siècles en arrière. Jardins, architecture, mobilier, jusqu'aux costumes des artisans dans les échoppes et les tavernes, tout reflète l'atmosphère de la première capitale de la Virginie. Où sommes-nous exactement? À Williamsburg, en Virginie. Le Williamsburg colonial, qui était la capitale de la colonie de Virginie avant la Révolution. Elle a été reconstruite telle qu'elle était en 1775, sur les fondations d'origine, mises à jour lors de fouilles archéologiques. Notre mission est d'apprendre aux visiteurs l'histoire des origines de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, ce qui a causé la Révolution et pourquoi nous sommes ici, en quelque sorte. Et de fait, on aime rappeler aux jeunes générations que le Nouveau Monde n'est pas sans histoire. Dans ce monde aquatique, les ponts se multiplient naturellement. Tendue de bleu, la baie devient mystérieuse. Nous nous approchons du Silver Cloud, attirés par les lumières et la musique. She walks into a room and you know every voice in the world. She's a special girl. One smile and suddenly nobody else just will do. You know you'll never be lonely with you. No. She walks into a room and you know it's just shine the cockles in the rain. She's making the break. All the girls is second best tonight. Au second jour de la croisière, après avoir remonté les grandes étendues d'eau de Chesapeake, nous arrivons à Annapolis, capitale du Maryland et joyau de la baie. Jalouse, comme beaucoup d'autres cités de la région, de son héritage historique, c'est ici, au plus vieux Parlement des États-Unis, que fut ratifié le traité de paix avec les Anglais. À cette époque, Annapolis, en recevant le congrès de novembre 1783 à août 1784, fut ainsi pendant 9 mois la première capitale des États-Unis, bien avant Washington.
Un Français passionné par l'indépendance américaine, au point de précéder Lafayette outre-Atlantique, Pierre-Charles L'Enfant, dessine en 1780 les plans de Washington. Il conçoit alors une ville gigantesque autour du Capitole, dont le dôme domine de 82 mètres la grande rotonde flanquée de la Chambre des représentants au sud et du Sénat au nord. C'est le bâtiment le plus haut de Washington. Une loi interdit qu'on le dépasse, mis à part, noblesse oblige, l'obélisque érigé en l'honneur du père de la nation. Les 36 colonnes doriques du Lincoln Memorial représentent les 36 États de l'Union à l'époque de la guerre de sécession. Le Jefferson Memorial célèbre l'auteur de la Déclaration d'indépendance et 3e président des États-Unis. Reliant ces monuments, le Mall, de 300 mètres de large sur 3,5 km de long, donne à la ville sa plus célèbre perspective. À Washington, 7 habitants sur 10 sont des Noirs. Mais les Blancs qui travaillent dans le centre résident généralement en Virginie ou dans le Maryland. La Maison-Blanche, résidence du président des États-Unis, comprend aujourd'hui 130 pièces bâties sur un site choisi par George Washington, qui n'y habita cependant jamais. Son successeur voulut que ce fût la résidence d'hommes honnêtes. Si la sécurité constante n'est pas sans quelques failles, les visiteurs, nombreux, se déclarent généralement satisfaits de leur visite. Les lobbies les plus divers s'expriment aux portes mêmes de la Maison-Blanche, symbole de la première démocratie du monde. De cette ville qui inscrit sur les murs des grands monuments l'héritage philosophique des pères fondateurs, Charles Dickens a dit qu'elle avait des intentions splendides. Dans la luxueuse salle à manger du Silver Cloud, on dresse les tables pour le dîner du commandant sous le regard attentif du chef de restaurant. Comment se compose le personnel du restaurant? 22 serveurs, 4 sommeliers, 3 maîtres d'hôtel, un maître sommelier et moi-même. En cuisine, on s'affaire avec énergie. On râpe. On dispose délicatement le caviar. On nappe la langouste. On peaufine le décor. Et tandis que l'on se dirige vers Charleston, le dîner est servi. À bord du Silver Cloud, l'intérêt du voyage n'est pas seulement historique, il est aussi gastronomique. Ladies and gentlemen, tonight we have wonderful lobster, fresh flown in from Maine with a little salad. And to enjoy, bon appétit. Thank you. Thank you. Comme dans les plus grands palaces, il existe des suites à bord des paquebots. Celle dite de l'armateur est souvent la plus luxueuse. À bord du Silver Cloud, sa décoration et son mobilier d'acajou nous préparent à la découverte des splendides demeures du Sud.
Au 3e jour du voyage, nous arrivons à Charleston. Fondée en 1670 dans les estuaires ponctués d'îles de la Schley et de la Cooper, Charleston doit son nom à Charles II d'Angleterre. Cette région est la région des Basses Terres. Dans une zone particulièrement ancienne, on y trouve la cité fortifiée datant de 1680. Charleston allie l'élégance coloniale à un tempérament fort belliqueux. Conflit avec les Anglais, les Espagnols, les Français, les Cherokees et même les esclaves révoltés en 1739, sans oublier les combats de la guerre d'indépendance. C'est après l'élection de Lincoln à la présidence que Charleston se distingue en décidant de faire sécession. La Caroline du Sud se retire de l'Union et la ville engage le premier sous-marin jamais utilisé dans une bataille navale. Elle ne se rendra qu'une fois bombardée, puis évacuée par les hommes de Sherman en 1865. Charleston est différente des autres villes américaines parce que la hauteur de nos constructions est limitée. En ce sens, nous sommes plus européens. Nous avons ici plus de 2000 vieux bâtiments historiques. Comment était la vie à Charleston à cette époque? À cette époque, la vie à Charleston était faite de voyages. Les riches propriétaires de plantations avaient des résidences en ville où ils venaient en janvier faire courir leurs chevaux. Ils restaient pour la saison mondaine, allaient au bal, au théâtre, parce que le premier théâtre couvert en Amérique a été construit ici, à Charleston, dans les années 1700. Empruntant une magnifique allée de chênes centenaires, nous arrivons à la plantation Boone Hall. Sur cette ancienne plantation datant de 1681, on a reconstruit il y a environ 50 ans une maison de maître dans le style géorgien qui a servi de décor au tournage du film « Autant en emporte le vent ». Un peu partout, l'opulence de la terre a donné naissance à une grande richesse que reflètent les maisons coloniales, entourées de jardins splendides où fleurissent d'énormes variétés d'azalées, de camélias et de glycines. Aujourd'hui encore, le mythe sudiste y est savamment entretenu, comme en témoigne notre charmante hôtesse. Vous avez dit, Scarlett? En 1681, le major John Boone reçut cette terre grâce à une série de dons d'un propriétaire anglais. Des 8500 hectares d'origine, il n'en reste plus aujourd'hui que 370. En 1817, le major John Hollenbeck acheta la plantation et construisit un premier bâtiment en briques. À l'extérieur de la propriété, une femme tresse des chapeaux en osier, comme autrefois. On fait des paniers ici depuis les années 1600 et les femmes de cette région les fabriquent encore aujourd'hui. L'économie des plantations reposait sur l'esclavage et sur la main-d'œuvre qu'ils procuraient pour récolter le coton. Malgré l'indépendance, le nombre d'esclaves passa de 700 000 individus en 1790 à 4 millions vers 1860, quand la guerre de sécession éclata. Les 9 cabanes ici étaient pour les esclaves qui travaillaient dans la maison. C'étaient les serviteurs de première classe qui habitaient là, et les autres esclaves habitaient dans 10 cabanes de l'autre côté de l'allée, mais on les a démolies. Mais c'était surtout les domestiques qui vivaient dans ces cabanes en briques. Les domestiques qui travaillaient dans la maison. Ce monde conserve des frontières bien précises, même si une page d'histoire est tournée. Les rayons du soleil couchant irisent les façades des villas coloniales bordant la rivière Cooper. On flâne le long de la promenade. Le clairon sonne. La bannière étoilée descend. C'est l'instant où Charleston se prend à rêver du Sud.
et du passé. À bord du Silver Cloud, chacun poursuit ses rêves. Annette, femme de chambre, a les siens. Demain, nous arrivons à Savannah. Irez-vous à terre? Bien sûr. Je suis contente parce que c'est la première fois que je viens en Amérique. Laissons Annette à ses rêves et les joueurs du casino aux leurs. Cinquième jour du voyage. Accompagnés par le jour naissant, nous remontons lentement la rivière Savannah. Arrivé à hauteur du centre de la ville de Savannah, capitale de la Géorgie, le Silver Cloud, poussé par de puissants remorqueurs, se met à quai. L'histoire de la Géorgie, c'est l'histoire du coton. Tout a commencé en 1789, quand un Anglais, Samuel Slater, émigra aux États-Unis dans l'intention de construire la première filature américaine. Puis, Eli Whitney invente en 1793 la célèbre cotton gin, qui sépare mécaniquement la fibre de la graine et permet à la production de doubler tous les 10 ans. La fortune du coton est faite. En 1860, le coton représente en valeur les 2/3 des exportations du pays tout entier. Mais son exploitation nécessite toujours davantage d'esclaves. La question de l'abolition étant posée, la guerre de sécession éclate. Un siècle plus tard, on cultive toujours le coton en Géorgie. Ça, c'est ce qu'on appelle une boule de coton. Ça ressemble à ça quand elle est sur la plante, avant que le coton ne sorte. Ici, il est prêt à sortir. Et à la fin, juste avant la cueillette, il ressemblera à ça. Au musée de l'histoire de Savannah, de nombreux documents retracent l'histoire du coton dans la ville. Fortement marquée par l'esclavage, cette période a marqué les esprits. Au tout début, pendant les années 1800-1900, il y avait les Noirs. On était connus pour l'esclavage. On utilisait les Noirs pour la cueillette du coton, pour labourer les champs et les nettoyer. Ils travaillaient pour nous.
On les nourrissait, on les habillait, on leur donnait une chambre, je veux dire un logement, et comme ça on les utilisait dans les champs comme esclaves. Vous savez, il y a des gens de nos jours qui ont toujours des Noirs qui travaillent pour eux. Mais ils sont payés en fonction de leurs compétences et sont indépendants. Ils se débrouillent par eux-mêmes pour leur logement, et c'est comme ça depuis la guerre civile. Mais de nos jours, il n'y a plus d'esclavage dans le Sud. Établi en 1887 sur le front de mer, le Cotton Stock Exchange, endroit où se négociait la production de toute la Géorgie, ne s'est guère modifié depuis son origine. Il abrite aujourd'hui la loge maçonnique Salomon, créée en 1734. Cette ville, qui a vu naître l'écrivain Flannery O'Connor, a le charme indéniable du Sud, et nombre de splendides maisons témoignent des fastes de la vie des négociants de coton. Nous sommes dans la maison de William Washington Gordon. William Washington Gordon était le premier de 4 générations de Gordon à vivre dans cette maison. Il a été le cofondateur des chemins de fer de Géorgie, qui ont été capitaux pour l'acheminement du coton des plantations environnantes vers le port d'où il était expédié dans le monde entier. Son fils, quant à lui, était très riche et a fait fortune dans le commerce du coton. C'est dans cette maison que naquit également Juliette Gordon-Low, fondatrice en 1912 du mouvement scout féminin. Les jeunes femmes, vers 1880, changeaient de tenue très souvent, jusqu'à 7 à 8 fois par jour. Et quand elles se changeaient, c'était toute une affaire, parce qu'elles portaient des corsets qui leur faisaient la taille très fine. 45 cm, ce qui d'ailleurs n'était pas évident pour certaines d'entre elles. Elles portaient jusqu'à 14 jupons. Maintenant, essayez de vous imaginer que vous vous changez autant de fois par jour, avec un corset qui vous étouffe. De temps en temps, elles s'asseyaient, souvent sur une chaise longue, où elles pouvaient reprendre leur souffle après un changement de tenue. Témoins sympathiques d'une autre époque, symboles du Grand Sud et de la Louisiane, les bateaux à aubes et à vapeur opérèrent une véritable révolution des transports fluviaux jusqu'en 1870 environ, date à laquelle le train les remplaça un peu partout dans le pays. Hier a eu lieu la dernière escale de ce que l'on appelle la croisière coloniale. Nous étions à Savannah. En ce moment, nous sommes dans la partie sud-ouest de l'Atlantique Nord. Nous nous dirigeons vers Nassau et pensons y être demain matin. Dernier spectacle en mer américaine. Demain, la musique aura la couleur caraïbe.
Nous approchons des Bahamas, archipel composé de milliers d'îles et d'îlots, situé à 80 km seulement de la Floride. Le Silver Cloud arrive à Nassau, capitale des Bahamas, située dans la petite île de New Providence. Si l'on accepte le jeu, qui se pratique dans les nombreux casinos de New Providence et de Paradise Island, la domiciliation pour les sociétés en quête de paradis fiscal, la principale ressource de l'archipel, c'est sans aucun doute le soleil, qui brille ici toute l'année. La statue de Christophe Colomb, élevée à Nassau, commémore son premier débarquement sur une terre du Nouveau Monde. Le paysage a sans doute beaucoup changé depuis son arrivée à San Salvador en 1492. Témoin de l'époque où les puissances européennes, notamment les Anglais et les Français, se disputaient les îles des Antilles et des Caraïbes, de nombreux forts se dressent à Nassau. En ce moment, vous êtes au château de Fort Fink, qui fut construit par John Murray, aussi connu sous le nom de Lord de Dunmore, comte de Dunmore, ou vicomte du château de Fort Fink, ancien gouverneur de la Virginie pendant la guerre d'indépendance américaine. Le château fort fut construit en prévision de la Révolution française, à l'époque de Napoléon Bonaparte. Laissons notre guide extravagant à la voix de contrebasse et à la silhouette de géant et rendons-nous au parc zoologique d'Ardastra. Des perroquets flamboyants y font la joie des enfants. Hey boy, look at the lover boy having a Salvador head. Hey. Mais ce dont le parc et son gardien sont le plus fiers, ce sont les flamants roses, oiseaux symboles des Bahamas. On leur donne des crevettes, du kafmana, des betteraves, des carottes, et c'est ce qui leur donne cette magnifique couleur. Aux Bahamas, tout est rose, des bâtiments officiels jusqu'aux uniformes des écolières. Nous sommes devenus indépendants en 1973. Les Anglais, nous avons gardé la conduite à gauche. Au tribunal, les avocats et magistrats portent des perruques. Sur notre monnaie, sur les dollars, nous avons l'effigie de la reine. Et dans toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, les écoliers portent l'uniforme. La caravelle de Christophe Colomb et les flamants roses se retrouvent dans les armoiries qui ornent le fronton des édifices publics. Même les plaques minéralogiques des voitures commémorent la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ultime concession à l'Angleterre,
Les Bahamas font toujours partie du Commonwealth. Les voitures officielles du gouverneur s'ornent de la couronne de sa royale majesté. Mais, en véritable maître des lieux, Christophe Colomb, dont la statue semble commander l'entrée du palais du gouverneur, regarde au loin. En quête d'une nouvelle Amérique,